Je vous présente Madame Alice Sadio. Bonjour mes frères. Bonjour mes sœurs. Ou bonsoir plutôt. C'est le décalage horaire qui me dérange. Voilà, je suis Alice Sadio. Il a oublié de dire que même s'il y a déjà, je crois, 3 femmes leaders politiques au Cameroun, il reste que l'Alliance des forces progressistes est le seul parti politique qui, de par sa manière de faire, a permis qu'une femme soit élue en remplacement d'un homme. Après, l'UPC a suivi, ça veut dire que c'était une bonne chose. Les bonnes choses, c'est bien de les copier et de les maximiser parce que notre pays a besoin que les choses qui se font bien soient amplifiées pour édifier, pour poser les piliers, bâtir les piliers justement de la 3e République que nous appelons de tous nos voeux. Ça, c'est pour le côté féminin, c'est pour le côté genre, c'est pour le côté du leadership au féminin. Mais pour revenir à vous, ce que j'ai envie de vous dire particulièrement ce soir, c'est que je vous aime beaucoup. Je ne vous flatte pas parce que je suis ici devant vous aujourd'hui. Je vous aime un peu plus que ceux que j'ai laissés au Cameroun. Et je vous aime ainsi parce que je pense que vous le méritez. Vous savez, au pays, nous qui sommes restés, nous la jeunesse, qui sommes restés, nous avons l'habitude de faire le Congo-ça sur vous, que vous avez fui les problèmes, vous avez fui les difficultés, vous êtes allés vous réfugier dans les pays des autres, et que parfois, quand vous réagissez, vous êtes trop dur envers nous. Mais dans nos petits Congo-ça, là, dans nos tourne-dos, je leur répète souvent que si vous vous mettez à la place de nos frères et de nos sœurs de la diaspora, si vous portez leurs chaussures, comme on dit, if you can wear my shoes, si vous pouvez rentrer dans leurs chaussures, vous agiriez exactement comme eux. Vous aurez exactement la même révolte que parce que ils ont quitté le pays pour des raisons diverses, certains pour aller chercher du travail, d'autres pour aller étudier. Mais toujours est-il qu'ils ont, dans leur parcours, rencontré des nations, vécu dans des pays où des choses se font différemment, où le leadership politique veut dire quelque chose, où l'activité politique est un sacerdoce, où le leader politique, l'acteur politique est au service du peuple et non pas le peuple au service de l'acteur politique. Ils vivent dans des pays dans lesquels les routes sont bitumées. Ils vivent dans les pays dans lesquels si un mort sort major lors d'un concours d'une grande école, la République va s'arrêter. De force de nous. Et nos frères, vous dites, nous faisons le Congo ça dans nos tourne-dos sur eux, mais quand vous avez vécu ça, vous voyez dans d'autres cultures que c'est devenu une culture, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de mot d'ordre. Dans les sociétés où ils vivent, on ne donne pas de mot d'ordre pour que le peuple se lève quand un enfant est mort. On ne donne pas de mot d'ordre pour que chacun vienne. Transposons le drame des écarts ici à Paris. Je suis sûre que tout le corps social français se serait levé. Et le chef, le numéro 1 de la France, se serait précipité
serait allée sur les lieux et aurait fait ce que la petite opposante que je suis, malheureusement avec d'autres acteurs politiques, nous avons été les seuls à aller faire, déposer une gerbe de fleurs pour dire « vous n'avez rien fait pour mériter de mourir aussi violemment ». Le candidat ATM qu'on ne présente plus, lorsqu'on était à Beyrouth, a dit que on ne peut avoir au Cameroun que des vieux trains parce que les rails que nous utilisons aujourd'hui, ça n'existe plus nulle part dans le monde. Donc, il n'y a pas d'appareil qu'on peut acquisitionner qui soit adaptable à notre infrastructure de l'heure. Alors, pour revenir au Congo-Ça, je vous disais que quand nos frères et moi nous faisons le Congo-Ça, je mets souvent un petit bémol en leur disant « Sachez que nos frères là, c'est des gladiateurs. » Je ne le dis pas pour vous flatter. Je le dis parce que l'instinct de partir pour aller voir ce qui se passe ailleurs est toujours sous-tendu par une envie de voir, de copier et de retourner faire chez soi. Mais lorsque, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, on est comme coincé entre deux cultures, on a acquis le savoir peut-être, on a acquis ce que les Britanniques, les Anglo-Saxons appellent le knowing-how, mais on n'est pas capable de rentrer chez soi pour implémenter. Parce qu'il y a une sorte de bouchon, de goulot d'étranglement qui fait que les expertises camerounaises qui sont vantées partout dans le monde, les expertises intellectuelles, technologiques, etc., politiques, sociologiques et que sais-je encore, qui sont à disposition, ne peuvent pas retourner parce que l'environnement sociopolitique ne s'y prête pas. Ils sont mal dans leur peau. Ils sont mal dans leur peau, même si parfois on dit qu'ils gagnent de l'argent un peu plus que nous parce qu'ils sont dans un environnement où le niveau de vie est nettement supérieur. Mais chaque citoyen camerounais de la diaspora, même non marié, est au moins époux de 20 femmes. Parce que vous en voyez. Les statistiques sont là, qui disent que la diaspora camerounaise contribue à la non-mort des centaines, des milliers, j'allais dire des millions de familles laissées pour compte au Cameroun. Voilà pourquoi je vous appelle des gladiateurs. Voilà pourquoi je vous comprends et voilà pourquoi j'ai été très heureuse que le candidat ATM me propose de l'accompagner dans cette tournée parisienne. Et je suis ici pour vous dire que même si nous autres politiques, nous avons cumulé beaucoup de couacs, il ne faut pas baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Parce que, comme disait quelqu'un, ce n'est pas parce que en allant sous la couette avec ta femme, pendant 10 ans, elle a fait 3 fois, 4 fois, 5 fois des fausses couches, que tu vas arrêter d'aller sous la couette. Tu continues d'aller sous la couette parce que tu as espoir que la 5e ou la 6e fois, ce sera la bonne et le bébé sera viable et vivra. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et à chaque raté, nous avons l'obligation citoyenne, l'obligation patriotique d'examiner ce qui n'a pas marché, de questionner à quel niveau est-ce que nous sommes tombés pour voir comment est-ce qu'on va résorber nos erreurs. Et c'est en cela que la plateforme pour la Nouvelle République est intéressante parce que pour la première fois, une plateforme est née qui est différente des plateformes. Vous connaissez la coalition pour la réconciliation et la reconstruction nationale qui a éclaté le soir où on a choisi un candidat plutôt qu'un autre. Vous connaissez le fameux G7 qui a été baptisé ainsi par la presse camerounaise, qui a éclaté parce que quelqu'un nous a servi par voie de presse après qu'on ait signé des papiers que, ok, désormais nous ferons toutes nos déclarations ensemble.
Je me souviens, mon prédécesseur, le bâtonnier Bernard Mouna, il disait que quelqu'un dans cette salle lève le doigt et me dise ce qui peut, quel tort l'opposition peut avoir en se mettant ensemble. Et la personne a levé le doigt. Ce jour-là, on s'est réunis et on a décidé que désormais, on se concerterait avant de faire des déclarations. On se concerterait avant de mener des actions. Seulement, les velléités politiciennes ont parfois parlé plus fort que la cause nationale, que la cause patriotique. Je disais donc tantôt qu'il y a eu des plateformes, mais la particularité de cette plateforme-ci, c'est qu'elle se veut une dynamique qui s'est opérée dans un changement de paradigme. Hier, les politiques se retrouvaient entre eux et faisaient une sorte d'ésotérisme entre politiques et excluaient la société, vous allez ajouter civile. Mais aujourd'hui, il y a des vents qui se sont ouverts grâce à la candidature d'Akéry Mouna qui vient de la société civile. C'est la première fois dans l'histoire du multipartisme camerounais que vous verrez une jonction, un rapprochement entre les politiques que nous sommes et la société civile, c'est-à-dire les techniciens, les technocrates que lui il est et que les autres signataires de la plateforme sont, dans une convergence qui a une vision déclinée par un homme qui est connu. Deuxième particularité, originalité de cette plateforme, c'est qu'on n'a pas voulu faire de la politique politicienne. Le candidat est déjà connu. Le candidat pour l'élection présidentielle est déjà connu. Et comme la gestion d'une république implique beaucoup de postes, beaucoup de compétences, nous sommes à ses côtés pour travailler avec vous, ensemble, dans la convergence de toutes ces compétences-là, de toutes ces dynamiques-là, pour asseoir une gouvernance qui intègre toutes les expertises, société civile et politique à disposition. Pourquoi moi de l'AFP? Récemment élu, j'ai décidé de suivre la candidature d'Akéry Mouna. Ma réponse est simple. En fait, au lendemain de mon élection, j'ai engagé une certaine cote de sympathie qui pouvait me donner des idées. Mais ce que j'ai aimé dans la démarche du candidat Akéry Mouna, c'est qu'il a pris le temps, il a pris sur lui de se rapprocher des entrepreneurs politiques que nous sommes. Et dans mon échange personnel avec lui, on a dit beaucoup de choses, mais la chose qui m'a marqué, surtout, c'est que vers la fin de la conversation, il m'a regardé en face et il m'a dit, Alice Sadio, my conscience is shouting. My conscience is shouting. Il a dit. J'ai écouté cette parole de lui et j'ai regardé le body language, l'expression faciale au moment où il le disait. Et j'ai cru lire dans ce body language, dans l'expression de son visage, le message d'un homme qui en avait ras-le-bol, qui avait assez accumulé, qui s'était longtemps tué et qui était arrivé à un moment où il fallait que ça sorte, il fallait qu'il fasse sauter, comme on dit, la soupape pour que enfin son pays avance. Je me suis séparée de lui ce soir-là sans lui dire quelle était ma position. Mais à vrai dire, au fond de moi, ma résolution était prise. Ma résolution était prise et c'est sur la base de cette résolution prise que je suis retournée auprès de l'exécutif de l'AFP et j'ai réuni tout mon exécutif qui est essentiellement composé d'hommes. Je leur ai expliqué que le choix d'Akéry Mouna comme candidat
pour cette élection-ci, c'est le fédérateur par excellence. C'est le pont entre beaucoup de choses. Je ne vais pas être longue parce que j'ai ceux qui me lisent un peu, j'ai beaucoup écrit là-dessus, mais c'est le fédérateur. C'est le pont entre les clivages culturels, les clivages linguistiques, les clivages de corporation, les politiques d'un côté, la société civile de l'autre. Il n'est pas politique, mais il est accompagné par les politiques. Il tend la main aux politiques pour qu'ensemble, nous essayions de peaufiner cette vision-là. Il s'est présenté donc à moi, non pas comme quelqu'un qui a la science infuse, mais comme quelqu'un qui a la niaque, comme nous disons. Comme quelqu'un qui a la niaque et qui dit où sont les expertises camerounaises à disposition. Parce que je sais qu'il y en a. Où sont les expertises camerounaises à disposition pour que nous fassions chez nous, nous fassions ce sursaut d'orgueil que ce Cameroun, cette Afrique en miniature, qu'on appelle Cameroun, mérite. Parce que notre pays, c'est un pays leader. Notre peuple, c'est un peuple leader. Ça n'est pas normal que ce soit le Cameroun qui produise devant la face du monde des horreurs telles que un mort qui sort major dans un concours d'une école la plus prestigieuse du Cameroun. Ce n'est pas normal. Donc, nous sommes ici réunis, je suis sûre, galvanisés, je l'espère, par cette envie-là, par cette niaque-là, de faire sauter la soupape. Pacifiquement, c'est possible. Pacifiquement, mais nous allons avancer comme des gladiateurs pour la nouvelle République dans laquelle ceux qui resteront en dehors du pays parce qu'ils ont envie d'y rester. Pas parce qu'il n'est pas possible de rentrer chez eux pour éclore, pour révéler leur savoir-faire. Je vous remercie.